11 ans après le meurtre de Karen Swift, un homme est arrêté. Mais est-il réellement coupable ? Je vais vous raconter son histoire. Karen et David Swift sont un couple d'Américains qui vivent dans l'Arkansas. Ils se sont mariés en septembre 1989 et de leur union sont nés 2 fils, Preston et Dustin. Ils filent le parfait amour jusqu'en 1996 où David craque pour une autre femme et se lance dans une relation extra-conjugale. Cette relation dure des mois, puis des années, jusqu'à ce qu'un jour, la maîtresse de David tombe enceinte. Karen apprend l'infidélité de son mari à la naissance de l'enfant et elle demande immédiatement le divorce. C'est en 1999 et le divorce est prononcé le 18 janvier 2000. Cependant, Karen et David regrettent rapidement cette décision. Ils se manquent, ils s'aiment toujours, ils ont envie de redonner une chance à leur histoire. Donc ils se remettent ensemble, ils se remarient. Tout se passe pour le mieux. Ils ont 2 autres enfants, ce sont 2 filles qu'ils appellent Ashley et Keely. Mais au bout de quelques années, c'est Karen qui, à son tour, commet une erreur en trompant son mari avec un collègue de travail. David est furieux et pour lui, il n'y a qu'une seule solution pour sauver leur couple, déménager. Et oui, c'est radical. Il aurait simplement pu demander à Karen d'arrêter de voir ce collègue ou allez, peut-être de changer de travail, mais non, ils souhaitent déménager et carrément dans un autre état. Ils jettent leur dévolu sur une maison à Dyersburg dans le Tennessee et leur départ est tellement précipité qu'ils n'ont même pas visité la maison. Ils s'y sont installés sans l'avoir visitée et ils ont laissé leur fils Preston en Arkansas parce qu'ils souhaitaient terminer l'école là-bas. Ils arrivent à Dyersburg en 2007, mais la vie n'est pas toute rose là-bas, loin de là, puisqu'il y a de grandes différences entre les personnalités et les visions de la vie de Karen et David, et plus ça va, plus elles se font ressentir. David, lui, il a une vision de la famille, on va dire, traditionnelle. Pour lui, l'homme se tue au travail pendant que la femme s'occupe de son foyer et les activités, eh bien, elles se font en famille, on fait des choses familiales qui plaisent aux enfants. Donc David est manager dans une usine et c'est lui du coup qui a le salaire principal qui rapporte de l'argent pour entretenir son foyer et quand il a du temps libre, eh bien il le passe uniquement avec sa femme et ses enfants ou alors avec des amis mais tous ensemble. Donc des amis qui ont aussi des enfants, vous voyez. Tandis que Karen, elle ne voit pas du tout les choses comme ça. Alors oui, elle est maman, mais elle a aussi besoin d'avoir une certaine indépendance, de se sentir libre, d'être femme, d'avoir ses propres loisirs, ses propres activités, ses propres amis. Et elle se rapproche de plusieurs personnes à Dyersburg, donc elle a notamment une meilleure amie qui est sa voisine qui s'appelle Jennifer. Mais pour autant, je précise quand même que Karen ne délaisse pas du tout sa famille. C'est elle qui s'occupe principalement des enfants puisqu'elle travaille moins que son mari. Elle travaille, mais juste de temps en temps, c'est pas un travail à temps complet. Elle va faire des petits boulots, par exemple, si quelqu'un a besoin d'aide pour un travail de jardinage ou pour un ménage, eh bien, elle va y aller de bon cœur pour se faire un peu d'argent, mais la plupart du temps, elle ne travaille pas. Donc, quand elle sort avec ses amis, la grande majorité du temps, c'est avec ses enfants également. Ils vont faire une petite balade ou une petite activité avec les enfants, mais de temps en temps, oui, elle s'accorde un petit verre, un petit resto avec une copine. En plus de ça, Karen adore également le sport, elle fait du fitness, elle essaye de se sculpter un beau corps, ça lui tient vraiment à cœur, elle fait beaucoup de sport dans la semaine, donc là encore, parfois, elle y va avec des copines. Rien de grave. Mais pour David, ça l'est. David, lui, il imagine une mère de famille comme une femme au foyer, très traditionnelle, qui reste à la maison, qui ne sort pas le soir. Il essaye d'imposer cette vision des choses à Karen en essayant de lui faire pitié, en lui disant « Mais attends, tu délaisses ta famille, imagine tes filles, les pauvres, elles se couchent sans leur maman. » Enfin, vraiment, il essaye de la convaincre comme il peut, mais ça ne fonctionne pas. Karen continue à faire comme bon lui semble, et ça ne plaît pas du tout à David, qui est de plus en plus énervé contre elle. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il se met carrément à la harceler. À chaque fois qu'elle sort le soir, il l'inonde d'appels et de SMS, et il va jusqu'à la suivre et à l'espionner pour savoir ce qu'elle fait à tout moment. Forcément, ça a l'effet inverse, Karen, plus il la harcèle et moins elle a envie d'être transparente et de lui dire ce qu'elle est en train de faire, et moins Karen est transparente, et bien plus ça rend fou David et plus David la harcèle. Pour vous dire, il est capable de l'appeler jusqu'à 25 fois en une demi-heure, ça fait quasiment une fois par minute, c'est complètement dingue.
et quand elle ne répond pas ou qu'elle ne lui dit pas où elle se trouve, eh bien il lui arrive également de débarquer carrément où elle est. Par exemple, si elle est chez une copine, il va débarquer chez cette copine, il va faire un scandale et lui dire qu'il faut absolument qu'elle rentre à la maison. Comme si c'était finalement une enfant de 12 ans, quoi. Pour vous donner un exemple concret, un jour, je vous ai dit qu'elle avait sa meilleure amie qui s'appelait Jennifer, qui était une voisine, donc un jour, elle va chez Jennifer et elles sont juste en train de discuter, rien de mal, elles sont juste toutes les deux, quand soudain, David toque à la porte. Et David a, dans chacune de ses mains, les mains de ses filles. Donc il est avec Ashley et Killy, mais c'est très tard le soir, et c'est très clair qu'il a réveillé les filles exprès. Il commence à faire du chantage affectif en disant à Karen « Oh, tes filles te réclament, il faut absolument que tu rentres, elles n'arrivent pas à dormir sans leur maman ». Mais c'est très clair pour Karen et Jennifer que c'est faux. Les filles sont en pyjama, elles ont les yeux tout endormis. Il les a forcément tirées du lit, c'est pas elles qui ont réclamé leur maman. Il se sert en fait de ses filles pour faire du chantage à Karen. Et en plus de ça, il a même pas pris le temps de mettre un manteau aux filles. Il devait être furieux, il a pris les filles, il est parti comme ça, alors qu'on est en plein automne, les pauvres petites. Donc forcément, Karen est rentrée à la maison, mais c'était n'importe quoi. Et c'est pour vous montrer à quel point son mari est prêt à la manipuler, juste parce que ça l'énerve qu'elle ne soit pas rentrée à la tombée de la nuit. En 2011, Karen se rapproche de la professeure de danse d'une de ses filles qui s'appelle Katie Bona. Elles deviennent inséparables. Vraiment, elles passent tout leur week-end ensemble. Parfois, elles se voient aussi en semaine. Elles deviennent vraiment des amies très très proches. Alors là encore, ce sont principalement des sorties en famille. Karen ramène ses enfants, Katie elle aussi a des enfants, puis ils font des sorties comme des promenades au parc, ce genre de choses. Mais de temps en temps, ils font également des soirées entre adultes. Donc là, pour le coup, c'est des soirées qui durent tard le soir, il y a de l'alcool, il y a de la musique, ils se baignent parfois dans le jacuzzi des Bona, puisque Katie est mariée également avec un homme qui s'appelle Bill. Donc voilà, des soirées entre adultes sans les enfants. Il faut savoir que David allait jusqu'à interdire à sa femme de boire de l'alcool. Il y a des amis à elle qui ont expliqué que parfois elle sortait, puis elle lui proposait un cocktail ou quelque chose, et elle disait non, j'ai pas le droit, David va être fâché contre moi. C'est complètement dingue. Donc là, de savoir que sa femme va faire des soirées où elle est complètement bourrée et où elle danse, où elle s'amuse entre amis, eh bien ça le fait péter un câble. Il est horrifié. Il a l'impression que sa femme est en train de devenir une autre personne, quelqu'un qui est complètement dévergondé. Il se fait totalement des films. Il s'imagine que sa femme le trompe, qu'elle fait des soirées échangistes, que c'est une alcoolique et il blâme les Bona. Il a l'impression que depuis qu'elle fréquente Katie et Bill, eh bien, ils l'ont fait changer. Il va même jusqu'à se persuader que sa femme couche avec Bill Bona. Donc, je vous rappelle qu'elle est amie avec sa femme et qu'ils traînent tous ensemble, ça n'a aucun sens. Mais vraiment, il en est persuadé. Alors, Karen et Bill ont démenti, mais David, lui, n'en démord pas. Un jour, Karen avait beaucoup bu et elle s'était baignée dans le jacuzzi en sous-vêtements. Donc forcément, elle sort du jacuzzi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enlève ses sous-vêtements, vu qu'elle est saoule, elle réfléchit pas trop, elle se met entièrement nue, puis elle s'allonge et elle s'endort sur le canapé des Bona. Donc Bill se rend dans le salon pour dire au revoir à des amis, il voit que Karen est entièrement nue sur le canapé, donc il lui met une serviette sur le corps pour la respecter, et puis il appelle tout de suite David en disant « Écoute, il faudrait que tu viennes chercher ta femme parce que là, la soirée est finie pour elle, ça va pas très bien. » Donc David arrive, mais vous imaginez bien que quand il voit sa femme entièrement nue avec juste une serviette sur elle à côté de Bill Bona dans le salon, eh bien, il se fait des films, il se met à raconter partout que Bill a voulu abuser de sa femme. Un jour, la voisine des Bona, c'est une femme qui s'appelle Janie Helm, découvre avec horreur que David est dans son jardin en train d'espionner ses voisins. Donc elle ne le connaît absolument pas, Elle voit un homme dans son jardin, elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et là, il a le culot de lui répondre « Chut, je suis en train d'essayer d'écouter ce qu'ils disent. » Donc elle lui dit bien évidemment « Mais quittez mon jardin, mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est n'importe quoi. » Donc David s'exécute, il s'en va, puis un jour il la recroise, et là il lui demande si elle accepterait qu'il revienne dans son jardin pour espionner sa femme. Donc, bien évidemment, elle lui dit non, et David est contraint de revenir à sa méthode favorite pour savoir ce que sa femme fait, c'est-à-dire débarquer sans prévenir, regarder ce qu'elle est en train de faire et exiger qu'elle rentre à la maison. Karen n'en peut plus, elle souhaite demander une nouvelle fois le divorce, et elle se confie là-dessus à ses amis qui la soutiennent totalement. Ils voient bien comment se comporte son mari, c'est juste pas une situation
acceptable. Mais le problème, c'est que Karen n'a pas d'argent. Je vous l'ai dit, elle fait juste des petits boulots de temps en temps, mais c'est David qui ramène l'argent à la maison. Donc ses amis ont pitié d'elle et lui disent « Écoute, on te prête la somme de $2000 pour que tu prennes un avocat. » Et il lui confie également un téléphone sur lequel il y a un abonnement, mais dont ils ne se servent pas. C'était un téléphone qu'ils avaient pour leur fils, mais il en a eu un nouveau. Enfin bref, comme ça, elle peut communiquer avec son avocat discrètement, parce que vous vous doutez bien que David fouille son téléphone régulièrement et il a également accès aux détails de ses appels et de ses SMS, donc il passe son temps à regarder qui elle contacte. En octobre 2011, Karen contacte un avocat et ils préparent ensemble les documents du divorce. Karen demande à avoir la moitié de la maison, la garde principale des enfants, ainsi qu'une pension alimentaire. Mais le souci, c'est qu'il faut ensuite donner les documents à David et ça lui fait très peur. Elle a très très peur de sa réaction. Donc elle en parle à ses amis encore une fois en leur demandant ce qu'ils en pensent. Et Cathy et Bill Bona ont une idée. Ce qu'il se passe, c'est qu'ils ont réservé des vacances au bord de mer, mais le couple d'amis avec qui ils devaient y aller s'est désisté. Ils se retrouvent donc avec 2 logements de vacances pour lesquels ils ont payé, dont un qui sera inhabité. Donc ils proposent à Karen de venir dans ce logement avec eux, avec ses enfants, et c'est ce que fait Karen. Elle prend ses filles avec elle, elle part discrètement sans en informer David, et elle lui laisse un mot sur la table de la cuisine. « Je demande le divorce. J'ai pris les enfants avec moi et je ne te dirai pas où nous sommes, car je ne veux pas que tu viennes. Tu pourras parler aux filles, nous t'appellerons, mais promets-moi que tu ne leur demanderas pas où elles se trouvent, car je ne veux pas que tu viennes nous retrouver. Si tu veux éviter la honte de recevoir les documents du divorce au travail ou ailleurs, tu peux aller dans le bureau de mon avocat qui te les donnera en main propre. » David écoute le conseil de sa femme, il se rend chez son avocat le 10 octobre. Cet avocat lui dit qu'il a 30 jours pour donner une réponse. Malheureusement, ça n'arrivera jamais, car 20 jours plus tard, dans la nuit du 30 au 31 octobre, Karen disparaît à tout jamais. Après son voyage entre amis, Karen rentre à la maison et le 30, donc, elle a une soirée d'Halloween avec des amis et notamment avec Cathy et Bill Bona. David tente de la dissuader d'y aller, il lui explique que ce serait mieux qu'ils fassent un dîner en amoureux pour essayer de se réconcilier, essayer de sauver leur mariage. Mais Karen refuse catégoriquement et elle lui dit une nouvelle fois que c'est bel et bien terminé et que cette fois, c'est définitif. Déguisée en Catwoman, elle se rend à la fête, elle s'amuse, elle danse avec ses amis. Alors, elle semble quand même s'ennuyer un petit peu puisqu'elle a envoyé des messages à Jennifer pendant la soirée en disant qu'elle avait l'impression de tenir la chandelle avec Bill et Cathy. Mais Jennifer lui dit « Écoute, essaye de t'amuser, parle avec des gens, tout va bien aller. » Alors c'est ce que fait Karen. Selon les témoignages, elle n'est jamais allée s'isoler avec qui que ce soit. Elle est vraiment restée en groupe avec des amis à danser en groupe. Elle n'a pas dansé seule avec un homme ou quoi que ce soit. C'est important pour la suite. Mais elle a quand même envoyé un message énigmatique à Jennifer à 23h. Un message qui disait « Rappelle-moi s'il te plaît » avec plein de points d'exclamation. Malheureusement, Jennifer dormait déjà, donc elle n'a pas rappelé Karen avant le lendemain. Et le lendemain, c'était trop tard. Donc vers minuit, Karen quitte la soirée, tout va bien toujours, tout va pour le mieux. Elle quitte la soirée avec Bill et Cathy, ils passent manger au McDonald's, puis ils rentrent chez Bill et Cathy. En fait, le plan de Karen, c'était de rester dormir chez ses amis parce qu'elle a bu beaucoup d'alcool, elle a bu pas mal de margarita. Elle n'est pas forcément en état de conduire, en tout cas c'est ce qu'elle s'était dit. Mais changement de plan, puisqu'à 1h du matin, il y a sa fille Ashley qui était à une soirée pyjama qui l'appelle en lui disant « Écoute maman, je me sens pas très bien, je me suis disputée avec mes copines, je suis pas très à l'aise de rester plus ici, donc est-ce que tu peux venir me chercher ?» Bien sûr, Karen accepte, elle va pour prendre sa voiture. Alors, bien évidemment, les Bona ont essayé de l'en dissuader en lui disant « Est-ce que t'es sûre que tu peux conduire ? Est-ce que t'es sûre que ça va le faire ?» Mais Karen leur assure que oui, ça va, elle n'est pas si saoule que ça. Et eux, effectivement, ont également eu l'impression qu'elle n'était pas, trop saoule pour conduire. Donc elle change de vêtements, elle enlève son déguisement de Catwoman et elle va chercher Ashley. Elle envoie également un SMS à David pour le prévenir puisque elle et Ashley n'étaient pas censées rentrer ce soir-là. Donc elle explique à David qu'elle va rentrer avec Ashley et David lui répond « Pas de problème, je suis déjà couchée, je dors avec Killy. » Et chose étrange, il dit à sa femme qu'il va falloir qu'elle passe par la porte du côté. Donc une porte par laquelle elle n'a pas l'habitude de passer quand elle rentre. Normalement, elle rentre par la porte du garage,
mais David précise dans son message que cette porte, ce soir-là, il l'a verrouillée. Bon, c'est assez bizarre, on ne sait pas pourquoi, parce que d'habitude, la porte du garage restait toujours entrouverte pour pouvoir permettre aux animaux de compagnie de la famille d'aller et venir comme bon leur semblait. Mais Karen, elle, ne se pose pas trop de questions, hein. Elle s'exécute, elle rentre chez elle, mais le lendemain, la police est informée de sa disparition. Ce qu'il s'est passé exactement chez les Swift cette nuit-là reste encore aujourd'hui un mystère. On n'a que des théories. Donc ce que je vais faire, c'est que dans cette partie, je vais vous donner les faits qui sont sûrs et certains. Les preuves, les choses qui ont été constatées par la police, etc. Et vous pourrez comme ça vous faire votre propre avis. Et ensuite, plus tard dans la vidéo, je vous donnerai les théories des uns et des autres. Déjà un peu de contexte parce que vous êtes un petit peu perdus, je pense, sur qui est où, qui fait quoi, où sont les garçons. Eh bien, les 2 fils Swift, Preston et Dustin, ne sont pas présents. Ils sont grands, ils sont à l'université, ils ne vivent plus avec leurs parents. Par contre, les petites, donc Ashley et Keely, sont très jeunes. Ashley a 9 ans, Keely a 5 ans, donc elles vivent bien évidemment chez leurs parents. Et ça fait un moment que David et Karen font chambre à part. David dort dans une chambre à l'étage, tandis que Karen dort dans une chambre du rez-de-chaussée. Et cette nuit-là, donc, Keely a dormi avec son papa, donc il a envoyé un message à Karen pour le lui dire. Et Karen, elle, quand elle rentre, décide de dormir avec sa fille Ashley dans sa chambre à elle. Elles se sont couchées ensemble dans le lit de Karen. Le lendemain matin, vers 10h, les petites se réveillent et là, elles sont surprises puisqu'elles ne se réveillent pas dans le lit dans lequel elles se sont couchées. Elles se réveillent ensemble dans la chambre de Ashley, dans le lit de Ashley. Elles se mettent à chercher leur maman, elles voient que leur maman n'est pas dans la maison, donc elles courent réveiller David et l'en informer. Karen n'est pas à la maison, Karen a disparu. Bien évidemment, la première chose que fait David, c'est tenter d'appeler sa femme, mais son téléphone est éteint, il tombe directement sur le répondeur. Donc, il va chez une voisine, il lui demande si elle peut garder Ashley et Keely pour qu'ils partent à la recherche de sa femme, et cette voisine l'informe qu'elle a vu la voiture de Karen garée plus loin sur la route, comme abandonnée. David appelle ensuite les Bonin, puisque ce sont des amis très proches de Karen, donc il leur demande s'ils savent où elle se trouve, si elle leur a dit avoir eu un plan pour cette nuit-là ou quelque chose, et ils sont tout de suite très inquiets, puisque Karen, ce qui était prévu pour ce matin-là, c'était qu'elle aille travailler, elle avait un ménage de prévu, or Karen est désespérée de quitter David, elle a besoin de cet argent, jamais de la vie elle aurait manqué ce job, c'est sûr qu'elle y serait allée et non, elle n'avait pas du tout prévu de faire quoi que ce soit dans la nuit, elle devait dormir, se reposer pour aller travailler au matin. Et en plus le fait que David leur dise que sa voiture a été retrouvée 400 mètres plus loin au bord de la route, ils trouvent ça hyper inquiétant. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se rendent tout de suite sur place là où la voiture a été retrouvée, ils appellent la police. Et Cathy reste à côté de la voiture en attendant les policiers, tandis que Bill, lui, part à la recherche de Karen, il fait tous les endroits où elle pourrait se trouver. Du coup, ce sont les Bonin qui ont prévenu la police. C'est Cathy et Bill qui ont appelé la police avant David. Et David, au moment où ils sont arrivés à la voiture, n'était pas du tout allé à la voiture. Il n'était même pas allé voir à quoi elle ressemblait, ce qui s'était passé, si elle était accidentée ou quoi que ce soit. Non. Il était resté à chercher Karen je ne sais où, alors que la voiture était quand même juste à côté de chez eux. Enfin, c'est assez bizarre que ce soit les amis de Karen qui soient plus inquiets que lui. Quand les policiers arrivent à la voiture, ils constatent plusieurs choses étranges. Déjà, la voiture a un pneu crevé. Donc, ils inspectent ce pneu et il y a une vis qui est enfoncée dans le pneu. Le pneu est donc crevé et dégonflé. Alors, on a l'impression que Karen a abandonné la voiture là parce qu'elle ne pouvait plus la conduire à cause de ce pneu. Les fenêtres sont fermées, les portes sont verrouillées, donc David leur fournit un double des clés. Ils ouvrent la voiture et dans la voiture, il n'y a rien de suspect. Voilà, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a rien qui est cassé ou quoi que ce soit. Il y a le costume de Catwoman de Karen qui se trouve là sur un siège. Et c'est tout. Par contre, il n'y a pas d'autre affaire. Donc, il n'y a pas son téléphone portable, il n'y a pas son sac à main. On a vraiment l'impression qu'elle a pris son téléphone et son sac à main et qu'elle s'est dit « Mince, la voiture, le pneu est crevé, bon bah je vais continuer à pied. » Sachant qu'elle se trouve pas loin de chez elle, elle aurait pu rentrer à la maison. Or, ce n'est vraisemblablement pas ce qu'elle a fait. Par contre, fait étrange, le policier s'assoit derrière le volant et il n'a pas besoin de reculer le siège. Le siège est
à sa taille. Alors que Karen est quelqu'un de petit, c'est impossible que les réglages étaient corrects pour elle. Ça laisse à penser qu'un homme s'est assis au volant, en tout cas quelqu'un de plus grand que Karen. La police trouve la disparition de Karen très inquiétante, c'est une maman de 4 enfants qui disparaît en pleine nuit, on retrouve sa voiture avec un pneu crevé. Eux sont persuadés qu'il lui est arrivé quelque chose, donc ils lancent immédiatement les recherches pour disparition inquiétante. Ils ont immédiatement 2 suspects. Et le premier suspect, c'est un voisin. Un voisin qui s'appelle John Oakshooter et qui, quelques semaines auparavant, avait été arrêté parce qu'il avait empoisonné plusieurs chiens du quartier, dont un des chiens de Karen. Donc Karen, bien évidemment, était furieuse. Elle avait un conflit avec ce voisin, ce qui est logique. Donc peut-être qu'il l'aurait croisé cette nuit-là et qu'il aurait voulu lui faire du mal. Les policiers explorent cette piste, mais John Oakshooter était au lit avec sa femme et rien ne permet d'affirmer qu'il a quitté sa maison ce soir-là. Donc il pense que ce n'est pas lui. John Oakshooter a été innocenté. Le deuxième suspect, vous vous en doutez, c'est David. David, à qui sa femme venait tout juste d'apprendre qu'elle souhaitait divorcer, David qui est un mari contrôlant, un mari qui harcèle sa femme, qui la suit, qui l'espionne, qui lui interdit de sortir ou de boire de l'alcool. Enfin bref, ça ne sent pas bon pour lui. Forcément, tous les regards sont tournés vers David. Les policiers fouillent sa maison, saisissent tous les appareils électroniques, ils vont jusqu'à retirer des morceaux du mur, à analyser toutes les vis qu'ils trouvent dans la maison, etc. Enfin, ils font vraiment un travail de fourmi, mais, à part quelques éléments troublants, il n'y a aucune preuve qui permette d'arrêter formellement David, de dire « ok, c'est lui ». Donc David reste en liberté. 40 jours plus tard, le corps de Karen est découvert à 5 km seulement de son domicile. Elle est à côté d'une croix qui se situe non loin d'un cimetière abandonné, et son corps a été laissé dans un creux, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été découvert avant. Je vais vous montrer où a été retrouvé le corps de Karen afin que ce soit plus parlant. Donc là, vous avez le cimetière Bledsoe, qui est donc un cimetière abandonné. On peut voir qu'il est vide, il y a presque aucune tombe. Et le corps de Karen a été retrouvé juste ici. Voilà, vous voyez qu'il y a une croix. Je vais vous la montrer plus précisément. Voilà, donc la croix en fer et le corps de Karen a été retrouvé à proximité de cette croix dans un creux. Donc il n'y a pas de photo sur Google de l'endroit exact où son corps a été retrouvé, mais je suppose, vous voyez ici, il y a une espèce de creux, une espèce de fossé. Donc je suppose que son corps a été retrouvé soit là dans ce creux-là ou un autre creux aux alentours. Mais je n'en vois pas d'autres, donc à mon avis c'est là. Oh, si de ce côté-là également le terrain est en pente. Donc voilà, en gros elle a été retrouvée quelque part par ici, aux alentours de cette croix. Karen est morte après avoir reçu un violent coup à la tête. Un coup tellement violent que son crâne a explosé en 1000 morceaux. Il y a des morceaux de son crâne qui sont retrouvés dans son cerveau. Je suis désolée pour les détails glauques, mais je suis obligée de vous les donner pour que vous sachiez à quel point son crime a été violent. Quand on est bébé, on a le crâne qui est séparé en plusieurs morceaux et les morceaux se soudent en grandissant. Or là, le coup a été tellement violent que les morceaux de son crâne se sont dessoudés, alors qu'ils étaient soudés depuis l'enfance. C'est vous dire à quel point c'est horrible, à quel point le coup qu'elle a reçu était très violent. Le problème, c'est que son corps est resté dans la nature pendant 40 jours, donc il est en état de décomposition et malheureusement, on ne peut pas avoir plus de réponses que ça. On ne peut pas savoir si elle a reçu d'autres coups, peut-être qu'elle a subi d'autres violences physiques, peut-être qu'elle a subi des violences sexuelles, c'est impossible de le dire. Mais c'est quand même assez bizarre parce qu'elle est retrouvée avec... déjà, elle est retrouvée en sous-vêtements, donc la personne qui a fait ça l'a déshabillée, et sa culotte est baissée jusqu'au niveau des genoux. Alors peut-être qu'elle a subi une agression sexuelle, mais peut-être aussi que la personne l'a traînée au sol pour la mettre là où elle a été trouvée, et que par conséquent sa culotte a glissé jusqu'aux genoux. C'est aussi une possibilité. En tout cas, il n'y a pas d'ADN qui est retrouvé sur sa culotte ou sur son corps, il n'y a pas de sperme ou quoi que ce soit. À proximité du corps de Karen, on trouve également 2 téléphones. Ces 2 téléphones. Donc son iPhone et également un téléphone LG Voyager. Et ce téléphone Voyager, c'est celui que les Bona lui avaient donné, vous savez, pour qu'elle communique avec son avocat. Les 2 téléphones ont été brisés et jetés là, probablement donc par le tueur.
Bon, le fait qu'ils aient été brisés n'empêche pas la police de les analyser et leur analyse donne des informations intéressantes puisqu'on découvre que Karen, cette nuit-là, n'avait parlé avec personne. Donc si elle avait eu rendez-vous avec quelqu'un, ils auraient probablement échangé un appel ou des messages. Donc qu'est-ce qu'elle serait allée faire comme ça dans la nature au milieu de la nuit ? C'est très bizarre. L'analyse des téléphones nous permet également de savoir qu'Ashley et Karen sont rentrés à la maison à très exactement 2h08, puisque à cette heure-là, le téléphone s'est connecté au Wi-Fi de la maison. Elle a quitté la maison à 4h38, en tout cas le téléphone a quitté la maison à 4h38, puisque là encore, il se déconnecte du Wi-Fi de la maison, et il a été éteint pour ne jamais être rallumé à 5h09 du matin. Donc ça, c'est les données pour l'iPhone, on parlera du voyageur plus tard, mais pour l'iPhone, voilà, ce sont les horaires. David, juste après la disparition de sa femme, il a agi bizarrement. Les policiers l'ont trouvé très suspect. Pour vous dire, par exemple, il s'est mis à leur raconter avec entrain qu'il avait fait de la réserve pour la police, il leur racontait joyeusement son expérience, alors que sa femme venait de disparaître. Et dès qu'il revenait sur le sujet de sa femme et qu'il lui posait des questions sur sa femme, bien tout de suite il allait baisser la tête, puis faire comme s'il était ému, qu'il cherchait ses mots, comme si finalement il jouait un rôle. Il a également été absent à chaque fois qu'ils ont effectué des recherches pour retrouver Karen, donc là encore c'est assez bizarre, et il a préféré passer ses journées connectées sur des sites de rencontres. Cependant, il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter. Dans la maison, on ne retrouve pas de sang, on ne retrouve pas d'armes du crime, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'aveu, il n'y a rien du tout. Les policiers restent quand même persuadés qu'il est coupable ou qu'il leur cache quelque chose, parce que vu la situation, c'est le suspect idéal, mais les preuves sont uniquement circonstancielles, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plusieurs explications. Il n'y a pas de preuves formelles et scientifiques. Donc le truc, c'est que s'il l'arrête en l'état, ça ne tiendra pas au tribunal, il pourra trouver des explications à tout ce qu'ils vont présenter comme preuve, et ça ne suffira clairement pas à l'envoyer en prison. Donc en attendant de trouver peut-être de meilleures preuves, ils sont contraints de laisser David en liberté, et David reprend le cours de sa vie de manière tout à fait normale. Le 8 août 2022, soit 11 ans après les faits, coup de tonnerre, David est arrêté. Il vit alors à Birmingham, dans l'état de l'Alabama. Il s'est remarié, il a passé toutes ces années à s'occuper des 4 enfants qu'il a eus avec Karen. Mais à la surprise des policiers, sa femme vient tout juste de demander le divorce et de porter plainte contre lui pour harcèlement. Et oui, il lui fait vivre exactement la même chose qu'à Karen. Il l'inonde d'appels et de SMS, il l'espionne, il la suit et elle n'en peut plus. Au tribunal, David plaide non coupable et il a été jugé en mai 2024. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi l'accusation est persuadée qu'il a bien tué sa femme, tandis que la défense dit que ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer les versions des uns et des autres. En gros, pour l'accusation, il a tué Karen dans la maison, il l'a étranglée avant de lui asséner un coup violent à la tête, puis il s'est débarrassé de son corps, de ses téléphones et de la voiture. Tandis que pour la défense, Karen est partie discrètement en pleine nuit, elle a crevé, elle a décidé de continuer son chemin à pied et elle a fait une mauvaise rencontre. Je précise qu'ils n'ont pas trouvé plus de preuves qu'à l'époque, je pense qu'ils ont décidé de l'arrêter parce que, ils se sont dit perdu pour perdu, vu qu'on trouve pas plus de preuves, autant l'envoyer au tribunal et voir ce que ça donne. Je pense que c'était ça leur motivation, mais en tout cas il y a quand même pas mal de preuves, vous allez voir, ça permet de reconstituer le puzzle de ce qui a pu se passer ce soir-là. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il n'y a pas de preuves matérielles, on n'a pas de sang dans la maison, on n'a pas d'ADN ou quoi que ce soit, malheureusement. David a été inculpé pour meurtre avec préméditation. Alors pourquoi préméditation ? Pourquoi est-ce que l'accusation pense que ce meurtre avait été préparé ? Eh bien, tout simplement puisque David avait une blessure au genou, donc une blessure au genou de longue date. Il s'était réellement blessé gravement à l'époque, il avait dû subir une opération chirurgicale, il avait par la suite dû faire de la rééducation, donc c'était quand même une grave blessure. Or, très peu de temps, quelques jours avant le meurtre, il s'écroule soudain dans les bras d'un collègue en prétendant que sa blessure au genou s'est ravivée et qu'il est donc de nouveau blessé. Il se met à marcher avec des béquilles, mais l'accusation pense qu'il a exagéré cette nouvelle blessure, que ce n'était pas si grave. Pourquoi il pense ça ? Eh bien parce qu'il y a des témoins qui l'ont vu donc marcher avec des béquilles, puis dès que la personne avait le dos tourné, les ranger et se mettre à marcher sans béquilles. Donc, très bizarre.
Et également, la veille du meurtre, il a aidé un ami à déplacer des bottes de foin de 30 kilos chacune. Donc pour quelqu'un qui est blessé, c'est quand même bizarre. Il pense donc que cette blessure, c'était un moyen de se constituer un alibi pour dire « Je n'ai pas pu faire de mal à ma femme, j'étais blessée, je pouvais à peine marcher, comment voulez-vous que j'ai pu la tuer ?» Ensuite, comme je vous l'ai dit, les filles Ashley et Keely se sont réveillées dans un lit différent de celui dans lequel elles s'étaient endormies. Donc, ce que pense l'accusation, c'est que David aurait tout simplement déplacé les filles dans la nuit afin qu'elles ne le dérangent pas, qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. En fait, comme ça, si elles se réveillaient dans la nuit, eh bien, elles allaient voir qu'elles étaient toutes les deux ensemble, elles allaient être rassurées et se rendormir. Cependant, Ashley affirme qu'elle a senti qu'on la portait cette nuit-là pour la déposer dans un autre lit et qu'elle pense qu'il s'agissait de sa maman. Alors, je précise quand même qu'elle n'a pas ouvert les yeux, qu'elle n'a pas physiquement vu Karen en train de la porter, mais elle dit qu'elle connaît bien la différence entre les gestes de son papa et de sa maman, et qu'elle a vraiment eu l'impression qu'il s'agissait de sa maman. Maintenant, c'est vrai que c'est bizarre parce que pourquoi Karen aurait fait ça ? D'accord qu'elle déplace Ashley, pourquoi pas, mais elle serait ensuite allée chercher Keely dans son lit qui dormait avec David. Donc elle serait entrée dans la chambre de David pour attraper Keely et la descendre pour la mettre dans le lit de Ashley. C'est quand même risqué de faire ça, sachant que Keely aurait pu se réveiller, David aurait pu se réveiller. Donc si elle voulait vraiment partir discrètement de la maison, je ne comprends pas trop pourquoi elle aurait fait ça. L'accusation pense qu'ensuite, David aurait étranglé Karen. Donc pourquoi est-ce qu'il pense qu'il l'aurait étranglée ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ADN qui est retrouvé sous les ongles de Karen. Or, si elle s'était défendue, eh bien il y aurait eu des petits morceaux de peau, de l'ADN sous ses ongles. Et le seul moyen selon eux, qu'elle n'ait pas pu se défendre, eh bien c'est qu'on l'ait étranglée avec un objet. Surtout que Karen c'est quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui a un fort caractère, donc clairement pas le genre de personne à se laisser faire si quelqu'un vient l'attaquer. Elle aurait tenté de se défendre, ça tout le monde est formel là-dessus, tous ses amis le disent. Il pense qu'ensuite, David aurait traîné le corps de Karen jusque dans le garage. Alors, Karen était soit inconsciente, soit déjà morte à ce moment-là, et une fois dans le garage, sa tête est appuyée contre le béton et il lui assène un violent coup de pied comme pour lui écraser le crâne contre le béton, ce qui explique sa blessure à la tête. Donc la blessure était tellement violente que si elle n'était pas déjà morte, eh bien elle est morte à ce moment-là. Pourquoi il pense ça ? Eh bien tout simplement parce que les deux côtés du crâne de Karen sont abîmés. Le côté droit est celui qui est complètement explosé, donc ce serait celui qui était appuyé contre le béton dans leur version, tandis que l'autre côté est un petit peu abîmé aussi, mais moins, donc ce serait le côté où il aurait tapé avec son pied. Peut-être qu'il a également utilisé un objet pour faire ça, mais si c'est le cas, eh bien le médecin légiste n'a pas pu le déterminer car le corps de Karen était trop abîmé et aucun objet a été retrouvé. Le problème avec cette théorie, c'est que dans le garage, on ne retrouve rien qui permette d'appuyer cette théorie. Il n'y a même pas de traces de sang, rien du tout. Alors, il y a un expert qui a dit que c'était possible qu'avec une telle blessure, il n'y ait pas eu de sang, ou très peu. Mais l'accusation a une autre théorie, c'est que tout simplement David aurait nettoyé la scène de crime parce qu'ils ont retrouvé plein de bouteilles de Javel vides dans le jardin et dans la poubelle du jardin. Alors, David a une explication, ils ont une piscine, donc il a dit tout simplement qu'il avait utilisé cette Javel pour nettoyer la piscine. C'est cohérent, on est en octobre, c'est le mois où la plupart des gens vont nettoyer leur piscine avant de la fermer. Mais la piscine n'était pas nickel au moment où la police est arrivée. On n'avait pas l'impression qu'il y avait un grand ménage qui avait été fait. Cependant, la police n'a pas pris soin de prendre de l'eau pour la tester, l'analyser, voir si elle avait été nettoyée. Donc on ne saura jamais réellement ce qu'il s'est passé et si cette théorie est vraie. Ensuite, le corps de Karen aurait été chargé dans une des deux voitures du couple, puis déposé là où on l'a retrouvé avec son iPhone. Alors, encore une fois, c'est juste une théorie, il n'y a absolument aucune preuve de ça, puisqu'on n'a pas retrouvé de sang dans les voitures ou quoi que ce soit. Et ensuite, David donc serait retourné chez lui prendre la voiture de Karen. Il aurait chez lui donc crevé manuellement le pneu de la voiture. Alors, pourquoi l'accusation pense qu'il a crevé le pneu manuellement ? Ça, c'est une question encore qui a fait débat au tribunal. Eh bien, parce que la vis qui a été retrouvée dans le pneu est en dessous des rainures du pneu. Donc comme si elle avait été enfoncée bien profondément. Sinon, elle serait au niveau des rainures. En tout cas, c'est ce qu'ils ont affirmé.
Le problème, c'est que la défense n'est pas d'accord avec cette théorie. Ils disent que c'est possible qu'elle ait d'abord roulé sur la vis, puis qu'ensuite, en continuant à rouler, la vis se soit enfoncée plus profondément, tout simplement parce qu'elle a roulé sur des cailloux, des choses comme ça, qui ont enfoncé la vis encore plus. L'accusation, eux, disent que c'est quand même tiré par les cheveux parce qu'il aurait fallu un caillou qui fasse pile la bonne taille et tout ça. Mais bon, voilà, c'est la version des uns et des autres. Ensuite, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Ce qui est sûr, c'est que la vis qui a été retrouvée dans le pneu est une vieille vis rouillée et qu'aucune vis similaire a été retrouvée au domicile des Swift. Donc, d'où vient cette vis ? On ne sait pas. Retour à la théorie de l'accusation, David aurait ensuite conduit cette voiture, donc pneu crevé, jusqu'à l'endroit où elle a été retrouvée. Et il y a un témoin, une voisine, qui dit avoir entendu une voiture très bruyante à 4h40 du matin, donc ça correspondrait. Ensuite, David serait rentré chez lui à pied et il aurait fouillé de fond en comble la chambre de Karen pour trouver son deuxième téléphone qu'elle cachait sûrement dans sa chambre. Pourquoi il pense ça ? Eh bien tout simplement parce que la chambre de Karen a été retrouvée en bordel. Bon, la défense a dit tout simplement que c'était quelqu'un de pas très soigné qui avait elle-même mis sa chambre en bordel. Mais David aurait dans cette chambre retrouvé le téléphone voyageur. Et là, c'est quand même une assez grosse preuve puisque ce que la police a découvert, c'est que quelqu'un a écouté le répondeur de ce téléphone depuis le réseau de la maison des Swift à 9h51. Or, à 9h51, qui se trouvait dans la maison ? Eh bien, David et ses 2 filles. David qui dit d'ailleurs qu'il a dormi jusqu'à 10h, donc bon, vraisemblablement c'est faux. En tout cas, voilà, qui d'autre aurait pu se connecter au répondeur comme ça, ou alors il aurait fallu que quelqu'un entre discrètement dans la maison. Ça paraît quand même assez peu crédible. Et je vous rappelle que ce téléphone a été retrouvé brisé lui aussi, à côté de l'iPhone de Karen, et non loin également de son corps. Donc, il a très probablement été jeté là par le tueur, ça semble logique. Donc le tueur se trouvait à 9h51 dans la maison des Swift. David affirme qu'il est innocent, qu'il ne connaissait même pas l'existence de ce second téléphone, mais c'est faux puisque dans son téléphone à lui, on retrouve le numéro du téléphone voyageur dans ses contacts et on voit également qu'il a appelé à plusieurs reprises ce numéro et les amis de Karen disent qu'effectivement il avait découvert l'existence de ce téléphone. Karen le leur avait confié. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faudrait plutôt croire la théorie de l'accusation ? Eh bien déjà parce que les amis de Karen sont persuadés que David est coupable. Ils ont vu les agissements de David, ils les ont trouvés très inquiétants et Karen elle-même leur avait déjà confié avoir peur de son mari. Je vous lis tout de suite des SMS que Karen avait envoyés à son amie Cathy Bona en juin 2011, donc quelques mois avant son meurtre. David agit bizarrement, il me fait un peu peur. Il dit qu'il a pris 2 ambiennes. Peut-être que c'est un dernier effort de jouer les dépressifs pour que t'aies pitié de lui. T'as raison. À l'époque où il me trompait, il s'était mis un pistolet sur la tempe. Je vais attendre qu'il soit endormi avant d'aller me coucher. Sérieux ? Il est taré. Oui, il me fait peur. J'ai pris mes filles avec moi et je vais verrouiller la porte. J'avais jamais eu peur de lui avant aujourd'hui. Je vais en informer Dustin. J'ai peur pour toi. Écris-moi demain matin, s'il te plaît. Je le ferai, ne t'inquiète pas pour moi. Peut-être que je me fais des films. Ouais, c'est le genre de gars qui parle mais qui fait rien derrière, n'est-ce pas ? Oui, il cherche juste à attirer la pitié. Son amie Jennifer affirme quant à elle que Karen lui racontait absolument tout. Elles étaient vraiment meilleures amies, hein. Karen, le moindre détail de sa vie, elle lui racontait, elle lui disait. Donc si elle avait décidé de partir en rendez-vous avec un homme cette nuit-là, elle l'en aurait informé. Elle en est sûre à 100%. Et en plus, il n'y a aucun élément en ce sens qui a été retrouvé. Il n'y a aucun élément qui permette de penser que Karen avait rendez-vous avec un homme cette nuit-là. Je vous l'ai dit, aucun appel, aucun SMS. En plus, le téléphone de Karen est éteint à 5h09, soit peu de temps après qu'elle ait quitté la maison. Quand on part au milieu de la nuit comme ça, toute seule pour se rendre à un rendez-vous, on n'éteint pas son téléphone. D'ailleurs, le téléphone de Karen n'était jamais éteint. Alors oui, c'est vrai, Karen voyait un homme, elle avait eu plusieurs rendez-vous avec cet homme-là, mais dans les derniers SMS échangés avec cet homme, il n'était pas du tout question d'un rendez-vous au milieu de la nuit. Cet homme lui disait qu'il aimerait la revoir lors d'un dîner romantique au restaurant pour faire plus ample connaissance.
On est vraiment très très loin d'un rendez-vous mystérieux à 5h du matin. Et puis je vous rappelle que le plan initial de Karen, c'était de dormir chez les Bona et de se lever le lendemain matin pour aller travailler. Donc pas du tout, encore une fois, de partir au milieu de la nuit pour faire je ne sais quoi. Et puis en plus, on sait également qu'en rentrant chez elle, elle a enlevé ses vêtements, elle s'est mise en pyjama, elle s'est couchée aux côtés de sa fille et elle aurait également, selon l'accusation, pris un somnifère. On n'est pas du tout sur l'attitude de quelqu'un qui compte se relever au milieu de la nuit pour partir discrètement. En plus, le somnifère mélangé à de l'alcool, eh bien c'est un cocktail explosif, l'expert l'a confirmé. Avec ce mélange, Karen aurait dormi d'un sommeil de plomb. Quant à David, eh bien il a menti puisqu'il a donné plusieurs versions sur certains détails. Par exemple, le moment où Karen est rentrée à la maison, eh bien il a d'abord dit qu'il ne l'avait pas vue, qu'il lui avait parlé brièvement depuis le haut des escaliers, puis qu'il était reparti se coucher. Tantôt, il dit que finalement, il a vu Karen, qu'ils ont parlé en face à face, qu'il est capable de décrire ce qu'elle portait à ce moment-là. Puis ensuite, il va dire oui, je lui ai parlé, mais depuis le haut des escaliers, et finalement, je ne sais pas ce qu'elle portait. Enfin, sa version n'arrête pas de changer. Ce qui est sûr, c'est qu'il affirme que peu de temps après que Karen soit rentrée à la maison, il est parti se coucher et il a dormi d'une traite jusqu'à 10h du matin. Je vous ai déjà dit que quelqu'un avait consulté le répondeur du téléphone voyageur à 9h51, mais ce n'est pas tout puisqu'il y a également eu de l'activité entre 2h45 du matin et 3h30 du matin sur l'ordinateur portable de David. La personne qui s'est connectée à cet ordinateur a notamment regardé des photos de Karen et supprimé un certain nombre d'entre elles. Il y avait notamment des photos des tatouages de Karen ainsi que des photos de ses travaux de jardinage. C'est des photos qui ont probablement été volées sur le téléphone de Karen pour être mises dans l'ordinateur de David parce qu'il n'y a absolument aucune raison que David ait ces photos en sa possession. Puisque c'est Karen qui les a prises, pourquoi est-ce qu'elle lui aurait envoyé des photos de son jardinage et de ses tatouages alors qu'ils étaient en froid ? Bon bref, c'est un peu bizarre. Lui affirme que c'est sûrement Karen qui a fait ça, mais pourquoi est-ce que, alors qu'elle rentrait pour se coucher, elle se serait relevée pour aller supprimer des photos sur l'ordinateur ? Ça n'a aucun sens. Pour couronner le tout, le jour du meurtre, donc le 30, David s'est rendu au centre commercial et il y a croisé Janie Helm. Si vous vous souvenez de Janie Helm, c'est la voisine des Bona, donc la femme dont il avait utilisé le jardin pour espionner sa femme. Et cette femme-là, eh bien, il s'est confié à elle en disant qu'il était très énervé parce que sa femme avait décidé d'aller à une soirée d'Halloween et qu'elle avait préféré ça plutôt que de passer du temps avec lui, qui lui avait proposé un dîner romantique et qu'elle l'avait repoussé. Donc il semblait complètement furieux et ça vient finalement confirmer la théorie de l'accusation, puisque l'accusation pense que David a tué sa femme à cause de la perte de contrôle. Il s'agirait donc de son mobile. On le sait, c'était un homme contrôlant. Il passait son temps à surveiller ce que faisait sa femme, à lui interdire ci ou ça, à décider si oui ou non elle avait le droit de faire telle ou telle activité, de fréquenter telle ou telle personne, à quelle heure elle devait rentrer. Enfin, ça allait très loin. Et là, c'était bel et bien terminé. Il n'avait plus aucun contrôle sur la situation. Karen allait le quitter, partir. Il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour la contrôler. Ça l'aurait donc fait péter un câble et il aurait décidé de la tuer. D'ailleurs, s'il se fait passer auprès de la police comme un homme malheureux qui ne voulait pas divorcer et qui aimait toujours sa femme, eh bien, ce n'est pas ce que disent les preuves, puisqu'il passait tout son temps à critiquer Karen auprès de tout le monde. Comme je vous ai dit, il la faisait passer pour une alcoolique, une dévergondée. Il parlait vraiment mal d'elle et ce, même après sa disparition. Je vous l'ai dit également, il n'a pas participé aux recherches. Il a passé son temps sur des sites de rencontres. Ce n'est pas vraiment l'attitude d'un homme amoureux qui ne voulait pas divorcer. Maintenant, on passe à la défense. Pourquoi devrions-nous croire la théorie de la défense ? Eh bien, la défense de David a été un peu particulière. Je vous avoue que je n'adhère pas franchement à la défense qu'ils ont choisie, puisqu'ils ont décidé finalement de descendre Karen, de la blâmer pour ce qui lui était arrivé, de la faire passer pour une mauvaise personne, de dire que c'était qu'une alcoolique, qui s'en fichait de sa famille, qui passait son temps à boire, à coucher avec n'importe qui, à sortir. Je précise que ses amis ont dit que c'était faux, qu'elle sortait pas tant que ça. Elle sortait de temps en temps, elle buvait de temps en temps, mais c'était pas son quotidien.
Sauf que l'avocat de David a essayé vraiment d'accentuer ça et de l'exagérer en faisant vraiment passer Karen pour une dévergondée avec une vie dissolue, en sous-entendant franchement que finalement ce qui lui était arrivé était pas trop surprenant vu les choix qu'elle faisait. Mais en dehors de ces accusations abjectes, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune preuve scientifique qui permette d'affirmer à 100% que David est coupable. Or, le doute doit profiter à l'accusé. Alors la question qu'on se pose, c'est bien évidemment, est-ce que ces preuves sont assez lourdes pour condamner David? Ils affirment également que David n'avait jamais été violent envers sa femme. C'est vrai qu'il n'y a aucune preuve du fait qu'il était violent envers elle. David dit même qu'à plusieurs reprises, c'est Karen qui avait été violent envers lui. Elle lui avait notamment cassé une assiette dans le dos une fois et lui gardait toujours son calme. Il ne lui est jamais arrivé de lever la main sur sa femme. Cependant, oui, il la harcelait, oui, il la suivait, oui, il l'espionnait, etc. Mais ce que dit son avocat, c'est qu'il s'agissait tout simplement d'un homme désespéré, d'un homme amoureux qui avait peur de perdre sa femme et qui s'inquiétait pour elle. Il la voyait changer, il la voyait se mettre à sortir, à boire de l'alcool, chose qu'elle ne faisait pas autant auparavant. Donc il essayait tout simplement de la raisonner, de comprendre ce qu'il se passait et de sauver son mariage. Voilà, c'était les actions d'un homme perdu, triste, et pas les actions d'un homme violent qui voulait tuer sa femme. Par ailleurs, les enfants Swift ont eux-mêmes défendu leur père en disant qu'ils n'ont rien vu, rien entendu qui puisse les laisser penser qu'ils soient coupables. Ashley et Killy dormaient dans la maison cette nuit-là, elles n'ont absolument rien entendu. Et la défense est également dubitative quant au fait que David ait pu faire tout ça dans un laps de temps aussi court alors qu'il était blessé au genou. Son kiné est venu parler au tribunal et il a dit que voilà, la blessure de David n'était pas non plus si grave que ça. Il aurait été capable de traîner le corps de Karen d'un endroit à un autre. Par contre, voilà, il n'était pas non plus en très grande forme. Il aurait par exemple pas été capable de porter Karen. Par contre, ça lui était impossible. Et puis je précise également, je l'ai déjà dit, mais Karen était une femme sportive. Elle ne se serait pas laissée faire. Alors, est-ce que David aurait été capable de commettre ce meurtre et de cacher toutes les preuves comme ça dans la nuit sans se faire remarquer alors qu'il est blessé au genou? Voilà, ça pose question. Les jurés sont partis délibérer avec toutes ces informations-là et quand ils sont revenus, ils avaient un verdict. Leur verdict, c'est que David n'est pas coupable de meurtre avec préméditation. Cependant, attendez. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour dire si oui ou non David est coupable d'homicide volontaire. Alors en gros, pour faire plus simple, ils ont déterminé qu'ils sont sûrs à 100% que le meurtre n'a pas été prémédité, en tout cas qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'affirmer, mais ils ne savent pas dire si oui ou non il a tué sa femme. Voilà, en gros c'est ça. Peut-être qu'il l'a quand même tué, mais dans ce cas, ça a été fait sur un coup de tête. Le problème c'est que comme ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et à donner un verdict clair, net et précis, eh bien le procès a dû être annulé et il devra être rejoué. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez jouer les enquêteurs et vous faire votre propre opinion. Donc j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que David est resté en prison, puisque voilà, il attend son nouveau procès et il doit également être jugé pour les faits de harcèlement sur sa seconde épouse. En tout cas, si ce n'est pas David, qui sait, eh bien la défense reste persuadée que ça pourrait quand même être l'œuvre de John Hochschutter, vous savez, le voisin tueur de chiens, parce qu'il aurait très bien pu s'absenter dans la nuit sans que sa femme ne le remarque. Dustin Swift a également sa propre théorie, donc je vous rappelle que c'est le deuxième fils des Swift. Il avait 18 ans au moment des faits et lui, il a participé aux recherches de sa mère et il a vu un homme à l'endroit où les téléphones portables ont été retrouvés, enfin pas loin, il a vu un homme avec un détecteur de métal. Et il a demandé à cet homme ce qu'il faisait. Cet homme lui a répondu qu'il cherchait sa montre qu'il avait perdue. Or, au moment où il lui disait ça, il avait une montre au poignet. Donc assez bizarre, cet homme a été retrouvé, il a été innocenté par les policiers, mais Dustin reste persuadé qu'il c'est une piste à creuser et que peut-être que cet homme était quand même coupable de quelque chose. Quant au public, eh bien ils sont partagés, il y a quand même une grande partie du public qui est persuadé que David est coupable, mais il y en a également certains qui pensent que cette affaire cache quelque chose et que le tueur de Karen n'a jamais été
arrêtée. Il y a notamment une théorie qui est celle qu'elle serait la victime d'un tueur en série, puisqu'il y a 3 femmes qui ont été tuées dans les environs de Memphis, dans le Tennessee, en 2011, donc en 2011 comme Karen, et le corps de ces femmes était abandonné à chaque fois dans un cimetière, et elles étaient retrouvées dénudées. Elles avaient toutes été tuées d'une balle dans la tête. Alors, Karen a reçu un coup à la tête. Est-ce que finalement ça pourrait être une balle dans la tête et que ça n'a pas été déterminé par le médecin légiste ? Enfin bref, c'est une théorie des internautes, des enquêteurs d'internet. Ce qui est sûr, c'est que ce mystérieux tueur en série, à ce jour, n'a pas été arrêté, donc on ne sait pas. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.